Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Et tu vois, ça fait 5 ans que je suis ici, mais je me suis dit, au bout d'un moment, tu te lasses, tu sais, de voir tous ces trucs-là. Et à chaque fois que je dois me rendre quelque part en voiture, c'est impressionnant parce que je me dis, waouh, ça me fait toujours les mêmes papillons. Les mêmes papillons que la première fois où j'ai fait une balade à moto et que tu vois tout ce paysage et que tu... Waouh. On est samedi, c'est le début des vacances dans les Adirondacks, un des grands parcs de l'État de New York, le plus grand parc. Il est 10h du matin et j'ai rendez-vous dans à peine 15 minutes avec Géraldine, mon invitée du jour. Je vais retrouver Géraldine dans un endroit que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de la péninsula. On va faire une petite marche et puis on va se poser au bord du grand lac de Lake Placid Lake et on va discuter. Allez, c'est parti. Hop, je m'engage sur le chemin. C'est une grosse côte, on ne penserait pas qu'il y a quelque chose vraiment au fond. On a l'impression d'arriver chez des gens. Et en fait, on passe devant ces gens-là, on passe un peu dans leur jardin. Je sais pas si vous entendez, mais la voiture est pas mal secouée. Pourtant, c'est un 4x4. Hein. Oh. Donc, on est en pleine forêt. Voilà. Il y a pas mal de trous dans la route quand même. Et nous y voilà. Peninsula Trails, here we are. Les Adirondacks, c'est un énorme parc, donc dans le nord-est du haut de l'État de New York. Ça représente à peu près 5000 miles carrés, 1,3 million d'hectares pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment gigantesque. Ses frontières à l'est, c'est le Vermont, c'est le grand lac Champlain qui descend donc de presque le Massachusetts jusqu'au Québec, donc qui coupe en fait du nord au sud. Au sud, il y a l'État de New York, la vallée de la Hudson, les Catskills, qui sont des montagnes très prisées des New-Yorkais pour aller skier. Au nord, le Canada. De Lake Placid, là où on est à peu près à 1h30 de Montréal, donc c'est vraiment quand les frontières sont ouvertes en voiture. Et à l'ouest, ça coupe en fait par le lac Ontario et le reste de l'État de New York. C'est très vert, c'est hyper préservé, et c'est vraiment magnifique. Donc écoutez, je vais sortir, je vais préparer mon matériel, et puis on va attendre Géraldine. Ça va ? Je suis super prudente en voiture. Je me suis arrêtée pour excès de vitesse pour la première fois de ma vie. Oh merde. Ça va ? Bah ouais, ça va. Je suis contente de te rencontrer. Bah moi aussi, ça fait super plaisir. Tu connais parce que moi... De mémoire, c'était ça qu'on avait fait. Bon, cela va sans dire, évidemment, je me suis trompée de chemin. Et là, je crois que c'est à gauche. Il n'y a pas de terrain. Je me souviens avoir passé ça, je crois. Un petit doute. Et bien entendu, c'était toujours pas bon. Tout droit. En fait, tu vas là et on va arriver au bout, tu vas à la rivière et la rivière, elle va jusqu'au lac. Au final, au lieu de marcher pendant 20 minutes, on a marché pendant une bonne heure et quart. Mais vous savez quoi, ça nous a fait du bien. Et surtout, on a fini par arriver sur un lac absolument magnifique. Et on s'est installé au bord de l'eau. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous retrouve à la fin pour vous parler du prochain épisode. Je vous laisse en compagnie de Géraldine. Alors, chin chin, à notre rencontre avec du café. Je m'appelle Géraldine, j'ai 49 ans. Ouais. Je suis originaire du nord de la France, de Lille. Et ça fait 5 ans que j'habite dans les Adirondacks. Ça fait 5 ans au mois d'août. Ouais. Tac. Et ça fait 5 ans que tu habites aux États-Unis, toi, quoi ? Oui. Alors, les États-Unis... J'étais déjà allée avant, J'ai fait des études d'anglais. En fait, ça remonte à loin parce que ma connexion avec les États-Unis, ça remonte déjà depuis le lycée. Mon père faisait de la radio onde courte. C'est quoi alors ? Parce que tu m'en as parlé, la radio mais qu'est-ce que courte, c'est communément et vulgairement ce qu'on appelait la CB à l'époque. Ok. Donc, la CB,
C'était surtout connu pour les gens qui avaient leur petite voiture, leur petite radio dans leur voiture, ou les camions aussi, les camionneurs, etc. Et donc, en faisant de la radio onde courte, tu as accès à certaines fréquences. La radio onde courte, en fait, ça marche avec la propagation des ondes solaires. Donc, à l'époque où mon père avait commencé avec une toute petite radio, après, c'est comme une passion pour lui, donc il a acheté un nouvel appareil et donc ça couvre plus de fréquences. On avait une propagation des ondes solaires géniale à cette époque-là. Je crois que c'était l'année de ma première ou de ma terminale. Lui ne parlait pas un mot d'anglais. Et moi, j'étais bonne élève en anglais, mais bon, c'était de l'anglais scolaire, quoi. Donc, et j'étais super timide. Enfin, c'est un truc. J'étais le genre de sœur qui envoyait sa sœur à la boulangerie parce qu'elle avait peur de parler à la boulangère pour aller chercher des bonbons. Mais pourquoi il utilisait ça ? Par passion, pour pouvoir communiquer avec des gens, se faire des amis. Et donc, excellent. comme il ne parlait pas un mot d'anglais, il me dit j'entends tous ces gens qui parlent, etc. Alors, ça fait l'effet d'un brouhaha, quoi. En fait, tu as toujours ce bruit de fond sur certaines fréquences. C'est comme les fréquences radio, quand tu captes pas bien, ça fait un bruit de fond, ça fait un constant. Et plus tu as de gens qui parlent, ils ont l'impression d'être sur la même fréquence, sur le même canal, un peu comme quand les services de secours, etc. Quand tu dis talkie-walkie. Les talkie-walkie, etc. Donc ça peut être plus ou moins clair. Et du coup, j'ai dit, d'accord, je viens écouter, mais je ne parle pas, parce que moi, je ne les connais pas, ces gens. Et ça te faisait peur ? Ça me faisait peur, et c'était pas une démarche habituelle pour moi d'aller... J'ai écouté, après il me dit, allez, si, vas-y, parle. Alors, tu as quand même un langage spécifique à utiliser, QTH. QTH, c'est ton emplacement géographique. QRZ, donc tu emploies aussi un call sign, en fait. C'est un nom d'appel. D'accord. Donc, tu as une dénomination de nom d'appel. C'était quoi le nom d'appel de ton papa ? C'était 14 Golf et Victor 62. D'accord, ok. J'ai dû communiquer avec lui, avec le sien, puisque moi, c'est pas qu'il faut des autorisations, mais il faut quand même des certificats pour faire ce genre de truc. Pour être en toute légalité en transmission sur les ondes. Ah ok, quoi. D'accord, c'est réglementé. Et c'est un cran en dessous des radios amateurs. D'accord. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un milieu quand même très masculin. Donc tu comprends ce qui se passe, ils entendent une voix de fille. Quand on parle comme ça à la radio et que c'est la première fois, donc tu t'annonces 14 Golf Victor 62, Northern France, standing by. Et donc, du coup, là, tu as plein de gens qui disent ils donnent leur call sign. Moi, je suis de machin. Est-ce que tu me reçois ? Donc, ça commence par ces communications-là. C'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis fait des amis. Donc, on entendait à cette période-là toute la côte est des États-Unis. Ah ouais, d'accord. Pour moi, ça me paraissait phénoménal. Bon, en même temps, c'est bien. Tu apprends la géographie. Tu regardes un petit peu d'où la personne t'appelle. Ouais. Et c'est vraiment formidable parce qu'on s'envoie... Dans un premier temps, ce qu'on appelle une QSL. Donc, c'est une reconnaissance de contact. Une carte qui signifie que à tel jour, à telle heure, tu as parlé à telle personne sur telle fréquence, avec un signal de machin. Bon, c'est plus ou moins technique. De fil en aiguille, les mêmes personnes avec lesquelles je parlais revenaient régulièrement me faire un petit coucou. Parce que j'étais sur la fréquence 27 500. Donc toi qui voulais pas parler, finalement, eh ben voilà. Tu as pris goût, quoi. Ça m'a, fascinée. J'étais excitée parce que je me dis, j'ai parlé en anglais, j'ai parlé à des gens que je connais pas, que c'était un peu les prémices des réseaux sociaux, quoi. Ce que j'allais dire, c'est un peu le MSN en fait de la radio. Exactement. Et puis les gens, les Américains sont très accueillants, très tolérants, donc t'apprends beaucoup de choses, t'apprends à faire la conversation tous les jours parce que c'est pas ce que tu fais à l'école en anglais. Et c'est vachement bien. Et donc, de fil en aiguille, cette propagation-là, elle durait du printemps à l'automne. Donc après, en hiver, c'est moins courant d'entendre aussi loin. Après, ça se tourne vers d'autres... c'est toujours selon la propagation des ondes solaires. Donc, forcément, la courbe du soleil est autre en hiver. Donc, on peut pas, ça se propage moins bien. On a décidé de continuer une correspondance écrite avec certaines personnes avec qui je discutais régulièrement tous les jours. Tu leur parlais de quoi, alors ? Je leur parlais de ma vie ici, mon âge, que j'allais à l'école, que ceci, que cela. Donc, et après, eux aussi partageaient... partager leur quotidien. À l'époque, donc, ça se faisait par l'écrit. Donc, c'est ça qui était bien, c'est qu'on se découvrait les uns et les autres dans notre vie. Effectivement, alors je me rends compte avec du recul que tu es honnête ou tu l'es pas, en fait. Tu peux dire ce que tu veux à l'autre personne. Donc, je me rends compte que quand j'ai fait mes premiers voyages aux États-Unis, en fait, je suis allée rencontrer plusieurs de ces personnes avec qui j'avais correspondu pendant plusieurs années.
quand je regarde ça avec un peu de recul, je me dis waouh, quand même à 20 ans, je suis partie à l'aventure chez des gens que je connaissais. De la Sibie. Voilà, de la Sibie. Et je me suis dit, c'est incroyable. Ouais, quand même. Et mes parents m'ont laissé faire ça, mais je suis pas sûre que je laisserais faire ça à ma fille. Et t'es partie où alors? Je suis partie à Washington, D.C. D'accord. Et après, je suis descendue en Caroline du Nord, en Caroline du Sud. Ah oui, t'as fait ta tournée américaine, quoi. Voilà. Je suis revenue sur Washington et après, je suis repartie dans le Nord, à Buffalo, justement. Ah ouais? À Buffalo, excellent. parce que la première personne avec qui j'avais vraiment bien accroché sur la radio, etc., s'appelait Brian et il habitait à Buffalo. Et where is Brian? À Buffalo, quoi. Pardon. Il était originaire du Colorado, mais il avait déménagé, s'était marié sur Buffalo, etc. Donc, ils m'avaient tous dit, quand tu viens aux États-Unis, si un jour tu viens aux États-Unis, tu passes nous voir, on t'accueille avec plaisir, etc. Donc, il lui dit pourquoi pas. Et c'était des gens qui avaient à peu près ton âge ou... Non, c'était des gens qui étaient plus jeunes que moi. Donc, il y en avait un qui était que je considérais comme mon grand-père américain parce qu'il avait plus deux vieux filles, que toi, alors. beaucoup plus vieux que moi. Mais ils étaient tous très sympas. Ils m'envoyaient, même quand j'étais en France, ils m'envoyaient des cadeaux de Noël, ils m'envoyaient du chocolat, des trucs comme ça. Donc, incroyable. c'est vraiment des... je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas senti que voilà, la gentillesse derrière et l'honnêteté. Bon, on avait quand même correspondu pendant 2 ans. Mais bon, c'est vrai qu'avec du recul, je sais pas si j'aurais pas eu peur pour ma fille si elle m'avait dit maman, je peux avoir des gens, tu les connais? Bah ouais, on a discuté, on a parlé, on s'est écrit pendant 2 ans. Ça fait un peu, avec ce qui se passe maintenant, je sais pas si avec le recul, on le ferait. Ouais, c'était notre époque. Mais ouais, c'était la bonne époque. Et puis, puis à l'époque, on avait quand même le téléphone aussi. Donc, quand je suis arrivée ici, j'avais appelé mes parents et je leur envoyais des nouvelles assez régulièrement. Le téléphone, ça coûtait cher à l'époque, donc je n'appelais pas souvent. Ouais, bien sûr. J'ai envoyé des cartes, etc. quoi. Donc, ça a été mon premier périple. Et après, l'année suivante, alors j'ai un peu des souvenirs flous de ça, mais c'est là où j'ai rencontré la personne qui est devenue maintenant mon compagnon, et qui s'appelle Perry, parce qu'en fait, ma sœur était aux States aussi à l'été. Elle était une histoire de famille. Voilà, donc ma sœur s'y est mise aussi. Et, à la radio aussi? Voilà, à la radio d'accord, aussi. ok. Elle parlait pas aux mêmes personnes. Mais bon, on avait des amis communs et du coup, elle était en Pennsylvanie. Sur le même principe, elle a fait sa tournée américaine comme tu l'avais fait l'année avant? Exactement. D'accord. Et du coup, on s'est dit, je suis à Washington DC, t'es en Pennsylvanie, on se retrouverait pas à mi-chemin ou pas très loin, enfin entre les deux, se faire un week-end de camping. Et Perry, qui habitait lui ici, a suggéré, il y a un super parc en Pennsylvanie qui s'appelle Lackawanna State Park. Ah ouais. On peut faire 4 jours de camping, 3-4 jours de camping, j'amène mon canoë. Donc bref, on s'est rencontrés là. Et moi, à cette époque-là, j'étais en couple, c'est un gros mot, mais j'avais un copain qui était américain, donc qui était la personne qui m'avait accueilli à Washington. D'accord. Et il me l'a jamais dit, mais il a eu un coup de foudre Perry. pour moi. Ouais, Perry. D'accord. Donc du coup, la vie a fait que après je suis rentrée en France, que j'ai rompu avec mon copain, que ma vie a pris des tours différents. On s'est perdu de vue. Il a fait sa vie aux États-Unis, etc. On s'est perdu de vue pendant pratiquement 20 ans. Et toi, pendant ce temps-là, t'as arrêté la CB? J'ai arrêté la CB parce que j'avais... la dernière fois que je suis allée aux États-Unis, c'était en 93, donc j'étais en licence. J'avais eu ma licence d'anglais. Mon copain était venu me voir. Non, c'était en 94, mon dernier séjour aux États-Unis. Et après, je suis partie de chez mes parents. Et la relation, c'est un peu... c'est comme tout, quoi. On passe à autre chose. Du coup, moi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, à peu près à la même époque, qui était un de mes collègues de travail. Je travaillais à mi-temps dans un cinéma à Lille. Et donc, il y a 5 ans, je me suis séparée de mon mari. Entre-temps, t'es devenue maman. Mais bon, j'étais dans une relation un peu toxique et j'ai dû couper les ponts. Mais bon, c'est quelque chose que je me suis retrouvée un petit peu ici par hasard, oui et non, parce que dans ma jeunesse, c'est ce que je voulais, en fait, vivre ici. Ici, tu veux dire aux États-Unis? Aux États-Unis, ouais. Et ça s'est pas fait, et c'est toujours resté dans l'arrière de ma tête, quoi. Comme un truc que tu aurais aimé faire et tu disais peut-être que c'était trop tard? Parce que j'aime les gens, j'aime la culture. Je trouve qu'ici,
Les gens sont plus positifs. Et franchement, la situation dans laquelle j'étais en 2016, quand je me suis séparée, a fait que ça a précipité et j'ai, comment on dit en anglais, took the leap. Ouais. J'ai vraiment sauté le pas parce que je me suis dit, voilà, tu as attendu toute ta vie parce que je suis de nature plutôt peureuse et je ne veux pas dépendre des gens. Ça m'embête de m'embarquer dans l'inconnu, quoi. En fait, c'est la peur de l'inconnu en même temps. Et à l'époque, j'avais 45 ans. Je me suis dit, si tu le fais pas aujourd'hui, tu le feras plus. D'accord. Mais du coup, comment t'as fait ? Et puis tu venais pour aller où ? Enfin, tu vois, c'était quoi ton plan ? J'ai pris contact. En fait, on s'est retrouvés avec Perry sur Facebook. Donc lui en particulier. Tu aurais pu recontacter n'importe qui. Non, j'avais repris contact aussi avec mon ancien copain, mais on était sur des bases amicales. Et, d'accord. Voilà, parce que comme j'étais dans une relation toxique, isolée, et tu pouvais pas les je ne pouvais pas avoir de contact avec l'extérieur, et que tout à coup, quand tu te sépares de ça, tu coupes le cordon et tu te retrouves, tu retrouves toute cette liberté et tu fais tout ce que tu n'as pas pu faire. Donc voilà, j'ai repris connaissance avec mes anciens amis que j'ai retrouvés sur Facebook. Ouais, merci. J'ai fait la même chose, j'ai retrouvé tous mes copains et mes copines d'école, de collège, de lycée, etc. Il y a une chose qui a fait que à cette époque-là, j'en avais besoin pour ma santé mentale et ma santé physique. Et Perry m'a dit, écoute, pourquoi tu ne viendrais pas ici 3 mois ? Donne-toi le temps de réfléchir. Parce qu'avec l'immigration, tu peux venir 3 mois sans visa. Sous ESTA, donc visa touriste. Seulement sous ESTA, tu ne peux pas passer sur un autre visa. Tu es obligé de rentrer chez toi et de refaire une demande de visa. Donc je suis arrivée ici et il m'a dit, tu vas voir, la région est magnifique, tu vas te reposer, tu vas... Donc pour resituer, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Perry il habite dans les Adirondacks, qui est une immense région de l'État de New York, qui est là où on se parle tout de suite, au bord du lac, qu'on entend. Et donc il te propose de venir te mettre au vert, en fait, littéralement, quoi, pour faire le point, savoir ce que tu veux pour la suite et profiter du paysage. Voilà, donc j'avais le temps, je suis restée jusqu'au mois de novembre. Entre-temps, je me suis cassé la clavicule, donc c'est pas que j'ai pu voir du pays à ce moment-là. Donc j'ai exploré un petit peu les possibilités pour pouvoir rester plus longtemps, mais avec l'ESTA, je me suis vite rendu compte qu'il avait un ami qui était avocat, donc on lui a demandé et il nous a dit, à part retourner en France, faire une demande de visa et revenir, t'es un peu mal barré, quoi. Donc j'ai fait, juste avant de repartir en France, une demande de visa B2. D'accord, c'est quoi comme visa ? Tourisme business, en fait, B1, B2. Mais ça permet de rester 6 mois et tu peux étendre à nouveau de 6 mois. Ok. Donc c'est tout ce qui est tourisme, mais il faut en général avoir un dossier béton, quoi. Donc, tu viens faire tes 3 mois ici, qui ne se passent pas exactement comme prévu parce que tu as cet accident qui te littéralement ralentit beaucoup physiquement. Mais du coup, ça te permet de faire le point. On en est où là de la relation avec Perry dans l'histoire ? Entre-temps, faut se rendre à l'évidence qu'on s'est attachés l'un à l'autre. Pour lui, c'est l'occasion inespérée parce qu'en fait, pendant toutes ces années, il m'a dit mais je t'ai cru morte, en fait. Je n'avais pas de nouvelles. Et il avait cherché à reprendre contact avec toi ? Oui, il avait cherché à reprendre contact. Il avait eu des contacts avec ma sœur, mais il avait vu certains posts qui l'avaient amené à penser que... alors, morte, entre guillemets, ça peut très bien dire avoir 0 nouvelle, avoir disparu de toutes les possibilités d'avoir des nouvelles, quoi. On s'est attachés l'un à l'autre parce que, si tu veux, même quand je l'ai rencontré la première fois, j'ai senti cette complicité. C'était un très très bon ami, on avait un très très bon relationnel, le courant passait super bien. Comme si vous étiez quittés pas longtemps avant. Voilà, exactement. Donc on s'est retrouvés, déjà même quand j'étais encore en France, on parlait énormément. On parlait énormément via Messenger, on s'appelait énormément. Il se passait quelque chose. Donc je me suis dit, je vais aller voir, et puis voilà. Donc, force était de constater que il y avait plus que ça quand même. Donc, il n'avait pas envie de me laisser repartir, mais il a bien fallu que je résolve cette histoire de visa. Donc, je rentre en France au mois de novembre en ayant mon dossier de B2 au complet. Donc, je rentre en France. La première chose que je fais, c'est prendre rendez-vous en ligne sur l'ambassade, sur le site de l'ambassade. J'en ai eu un très rapidement, une semaine après. Donc je suis descendue... La belle époque. Ouais, la belle époque, parce qu'apparemment en ce moment c'est pas trop ça. Non. Je descends, j'ai mon entretien, il me pose des questions, etc. Donc j'ai eu, je crois, mon entretien du mardi. Donc il me garde mon passeport.
et ils me disent, donc, à l'époque c'était oui ou non, et garde ton passeport et te renvoie le te truc renvoie avec le le visa truc. dedans. Ouais. Du samedi matin, j'ai reçu mon visa, du dimanche j'étais dans l'avion. Ah oui, t'as pas traîné quoi. Donc j'ai pas traîné. Donc Et, t'es resté quoi, 15 jours en France? 15 jours pile poil. Et je lui avais dit avant de partir, parce que lui, anxieux de nature, m'a dit mais ça va prendre des plombes, tu vas pas l'avoir. Je lui ai dit écoute, on se revoit dans 15 jours. Et du coup, Incroyable. et en fait j'ai pris un Paris, Chicago, Chicago, Albanie. Je me suis D'accord. retrouvée à Chicago déjà, donc à la douane. Le mec me regarde, il me dit mais en fait, vous êtes déjà resté 3 mois. Et je crois que je suis passée à ça, de ce qui me renvoie sur Paris directement. D'accord. Et je lui ai expliqué, et j'étais honnête, je lui ai dit oui, mais bon, je suis arrivée, je me suis cassé la clavicule, tout ce que j'ai fait, c'était rendez-vous chez le médecin, etc. Non, mais je lui ai dit, j'ai encore plein de trucs à rattraper, enfin, j'ai des amis à voir, etc. Donc je lui ai grosso modo expliqué, il me dit, mais parce qu'il m'a posé la question, qui vous connaissez aux États-Unis et pourquoi vous en connaissez autant de monde. Donc je lui ai parlé de la radio onde courte, brièvement condensée, en 2 minutes. Et du coup, j'appelle Perry et je lui dis, tu sais que je suis passée à un cheveu, quoi. J'aurais pu me retrouver dans le... Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, et maintenant c'est devenu, alors depuis Trump, c'était devenu hyper dur d'avoir le B2. Bon, il faut quand même que tu prouves que tu as les finances. Bon, moi j'avais quand même des revenus, parce qu'à l'époque... j'avais quand même des revenus assédiques qui tombaient tous les mois. Et je pense ce qui était déterminant, donc ce que j'ai dit à l'agent d'immigration, c'est que de toute façon, c'est que j'étais en procédure de divorce et qu'il fallait que je rentre pour mon audience au tribunal. Parce que comme c'est moi qui initiais la procédure de divorce, je suis dans l'obligation d'être présente à l'audience de conciliation. Donc, je pense que pour lui, ça a été clair que j'allais rentrer. Et je ne suis pas rentrée en fait. Je sais que tu as 3 enfants. Tes 3 enfants, du coup, tu leur as dit, bon, bah, les enfants, maman a un gros crush sur les États-Unis. Comment ça s'est passé par Non, rapport à eux? je n'ai pas informé de ma décision mes enfants parce que je ne savais pas si j'allais rester. Déjà de 1 et de 2, j'étais un petit peu dans une situation compliquée dans le sens où ils étaient chez leur père. D'accord. Et que leur père, je ne maîtrisais pas ce que leur père leur disait par rapport à... Déjà, c'est moi qui suis partie parce que je n'en pouvais plus. J'étais dans une situation vraiment... quand on vit avec un pervers narcissique, c'est la situation, à un moment, tout est bon, ouais, plutôt que de rester là où tu es. Donc, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me jugent et peuvent me juger sur cette décision. Si c'était à refaire, je le ferais autrement. Ça, c'est sûr, mais... T'as fait ce que tu pouvais à ce moment-là, quoi. Voilà, j'ai informé ma fille juste après mon accident de moto que j'étais aux États-Unis et elle m'a dit « Mais c'est génial !» Parce qu'en fait, mes enfants ne supportaient plus la situation à la maison non plus et ils m'ont dit « Mais maman, prends tes clics et tes claques et casse-toi. » C'est ce que ma fille m'a dit. Elle m'a dit « Mais pourquoi tu restes ?» Quand tes enfants te disent ça, ça te met une claque parce que tu te rends compte de bah oui, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, parce que tu t'attends pour les enfants, parce que tu te dis au moins ils ont une stabilité. Et à l'âge où ils avaient, je pouvais pas les déraciner non plus. Ils étaient encore à l'école, ma fille passait le bac, mon plus jeune était en fin de collège et c'est dur quoi. Et même si je leur avais dit voilà, je vous emmène avec moi, ils avaient tout à fait le droit de dire mais t'es pas bien, on veut pas quoi. Alors bon, j'en ai pas fait part à mes enfants à ce moment-là, mais et c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que c'était quand même un gros risque qu'ils prennent bien ou qu'ils prennent mal. Ouais, mais tu connais tes enfants. Voilà, mais voilà, j'ai fait ça dans l'optique en me disant que un jour ils comprendraient, qu'un jour ils grandiraient et qu'ils seraient adultes et que voilà quoi, ils comprendraient dans la situation, voilà. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas de risque zéro. Tu peux très bien. En plus, les garçons sont pas. J'ai 2 garçons, une fille, et les garçons réagissent pas pareil du tout que les filles. La situation dans laquelle était, mon mari faisait un amalgame, et je crois qu'il a un problème clairement avec les femmes. Donc ma fille et moi, on était dans le même sac. Donc voilà. Donc je pense que ça a aidé aussi à comprendre le fait que. Et en grandissant, ils se sont rendus compte de beaucoup de choses. Ils se sont rendus compte de la manipulation, du contrôle, du fait que un pervers narcissique, ça ne pense qu'à lui et que ça n'a aucun
aucune empathie pour les autres. Donc, effectivement, il y a des choses qui passent mal après quand on a 16 ans. 16 ans, 17 ans, 18 ans, voilà. Donc, effectivement, ouais, ça a été un peu, ça s'est fait de façon subite et soudaine. Ça n'a pas été facile. Déjà, ça n'a pas été facile de ne pas leur dire parce que je me souviens de la dernière fois où j'ai vu mon fils aîné et j'en ai pleuré sur tout le chemin du retour. Donc, c'est pas une décision facile à prendre. Mais à un moment donné, tu en as besoin pour ta santé physique et mentale. Quoi. J'en étais arrivée à un point où je ne dormais plus, grosse carence de sommeil, je suis tombée malade, j'ai mis 3 mois à m'en remettre parce que j'avais des complications. Et je me suis dit, mais si tu pars pas, tu vas mourir à petit feu. Tu te rends compte que de toute façon, quoi que tu fasses, ça sera jamais assez bien, ça sera jamais assez. Donc à un moment, tu es obligé de... Et je crois que si tu coupes pas le cordon net, c'est... Ouais, tu es obligé malheureusement. Ouais. Heureusement que je porte des lunettes de soleil. Ouais, je sais. Non, mais donc en fait, si tu veux, ma carte verte, c'est ce que je t'expliquais il y a quelques temps, que je voulais pas en parler tout de suite parce que ma carte verte est liée en fait à ma situation. Parce qu'en fait, mon mari est américain, vivant en France. Il est arrivé en France à l'âge de 9 ans, mais il a gardé sa nationalité. Donc en fait, ma carte verte, je suis allée voir un avocat d'immigration, un petit avocat qui habite sur Langley, en fait, qui est dans les Adirondacks, qui, je ne savais pas, a travaillé 10 ans dans la ville de New York en tant qu'avocat d'immigration. Donc la première fois que je lui ai vu, je lui ai raconté mon histoire de A à Z, la situation dans laquelle je me trouvais. Il s'est levé. Il est allé chercher un bouquin, il a feuilleté, est tombé sur une page et il m'a dit « Mais en fait, vous pouvez, comme vous êtes toujours marié à un Américain, postuler pour une carte verte sous le Violence Against Women's Act, le VAWA en fait. » Et je lui ai dit « Vous êtes sûr ?» Il m'a dit « Bah oui. » Et en fait, quand tu lis l'application, effectivement, même si tu as divorcé ou que tu es veuve, même si mon mari, si on avait divorcé, parce qu'il est américain, je peux parfaitement, pas appliquer, mais faire une apply pour une carte verte dans ce cadre-là. Alors bien évidemment, j'ai dû tout prouver. J'ai dû prouver qu'il y avait eu des violences physiques, donc j'ai dû faire des demandes là-dedans, quoi. Parce que je me suis retrouvée une fois à l'hôpital il y a très longtemps, mais donc j'ai pu prouver les violences physiques, mais le problème que j'avais, c'est qu'après les violences physiques sont devenues plus psychologiques. Et que ça, c'est difficile à prouver quand tu es isolé, que tu as très peu d'amis, et surtout que quand la seule personne qui pourrait te faire une déclaration en béton te dit « Bah non, j'ai pas envie d'avoir de problème », qui était ma voisine de palier, en fait, qui entendait tout ce qui se passait, puisque c'est bien connu, les appartements en France, c'est pas très bien isolé au niveau sonore. Mais elle m'a dit je ne peux pas prendre le risque, etc. Donc il a fallu que je me débrouille parce qu'en fait, quand tu fais une demande de carte verte, tu es obligé de prouver ta bonne foi par des extraits de casier judiciaire. Donc j'ai dû faire une demande d'extrait de casier judiciaire en France. Et quand je l'ai fait, on venait de... Non, je l'avais reçu avant le lockdown en fait. Mais c'est très difficile à faire via la technologie en fait. Tu es obligé de faire une demande écrite, il t'envoie une photocopie, ça prend une éternité à recevoir. Pareil, quand j'ai dû avoir mes justificatifs d'hôpitaux quand j'étais admise aux urgences, ça datait quand même de 98. Donc après, le tout, c'est de prouver la continuité, les violences physiques. J'ai dû faire une déclaration, j'ai dû raconter ma vie en large, en détail. Ça m'a pris des mois parce que ça m'a repropulsé en arrière. Il a fallu que je repasse par des souvenirs pas très agréables. Mais bon, je savais que j'avais que ce moyen-là. Mmh. Donc, et ça s'est bien terminé parce qu'en fait, il me demandait quand même des justificatifs pendant tous les 6 mois. Ça a quand même pris 2 ans et demi, ma carte verte, depuis le moment où j'ai envoyé ma demande au moment où on m'a donné la carte. Voilà, ouais. Donc on m'a demandé des justificatifs d'extrait de casier judiciaire. Après, ils se sont aperçus qu'ils avaient celui de France, mais pas celui d'ici. Donc il a fallu que j'aille au bureau du shérif du comté
Et là, je suis tombée sur une dame très très gentille qui normalement fait payer la chose. Je l'ai appelée, elle m'a dit c'est quoi votre adresse email ? Elle me l'a envoyé par email, elle m'a dit je vous fais une copie physique, vous pouvez passer le chercher. Je lui ai dit je vous dois combien ? Elle m'a dit oh ben normalement on le fait payer, mais là, bon allez c'est gratuit. Et là tu te rends compte que tu tombes sur des gens vraiment super sympas. Enfin, c'est vraiment le cas où tu tombes sur la personne qui va vraiment faire la petite chose dont tu as besoin quand tu as besoin, et c'est vraiment super quoi. Donc je dois avoir une bonne étoile parce que tout s'est bien déroulé. J'ai dû demander aussi des lettres de ce qu'on appelle de bonne foi de certains amis, donc j'ai dû demander à des anciennes copines en France. Voilà, et même une lettre de recommandation de ma voisine, elle ne me l'a pas faite, quoi. Même en lui disant, mais de toute façon, il y a 0,01% que les services d'immigration te contactent pour savoir si tu es de bonne foi, etc. Non, c'est pas passé. Ah, c'est dur. Et du coup, je crois la dernière demande d'information qu'on m'a demandée, c'était en mai 2020. Donc j'avais jusqu'au début juin le 14 juin pour le renvoyer, chose que j'ai faite. Après, ça a été accepté. Je ne l'ai pas su tout de suite, mais ça a été accepté du 14 août. Et après, donc, il t'envoie, entre le moment où il accepte le dossier et qu'il t'envoie la notification, j'ai reçu au mois de septembre, quoi. Ça a été pas mal quand même. Mon avocat, mais je suis quand même contente d'être passée par un avocat parce que ça m'a rassurée. Puis tu n'aurais jamais pensé de manière à passer par cet aspect-là de la loi. Non, si j'avais pas consulté, franchement, j'aurais jamais pensé que ça existait, quoi. Déjà, il faut avoir la démarche de réflexion de le faire. Ça vaut quand même le coup d'essayer. De toute façon, qui ne sait rien à rien. Alors du coup, tu l'as depuis quand ta carte verte là ? Mars depuis cette année. De 2021, donc il y a 6 mois. Ouais. En fait, on m'a dit qu'au mois de septembre, j'ai reçu donc le approved. Et approved, ça veut dire que tu es convoqué à l'entretien final. Donc mon avocat me dit j'espère que tu as bien revu donc tu as de la déclaration, que tu es OK au niveau des dates, etc. Donc il me fait un peu flipper là-dessus. Et en fait, on a rendez-vous au mois de janvier. On se rend dans des bureaux tout neufs en plein Covid. Donc il y a quoi, 3 personnes dans les bureaux. Et donc je rentre dans le bureau du mec et le mec me dit ne vous inquiétez pas, ça va être très rapide. On ne remet pas en question votre candidature puisque ça a été approuvé. Déjà ça. Alors là, tu as un peu tu te dis mais c'est bon, ils vont pas me cuisiner sur les dates. L'enfer etc. est fini quoi. C'est pas la peine d'y retourner. En fait, il m'a dit tout ce qu'on va faire, c'est revoir votre dossier et voir si j'ai les bonnes dates, etc. Donc vous êtes bien né à telle date, tel endroit. Oui. Donc voilà. Donc il passe tout ça en revue et moi je balisais un peu parce qu'en fait, tu es obligé de passer un entretien médical. Ouais. Donc ils sont obligés de vérifier toutes tes vaccinations, etc. Moi je n'avais pas ce carnet de vaccination. Donc il m'a dit ne vous inquiétez pas, je vous donne un délai de 3 mois, vous faites les entretiens médicaux, les vaccinations, etc. que vous avez besoin de faire et vous nous renvoyez tout ça sous enveloppe scellée et voilà. Mais bon, voilà, c'est pour dire aussi que faut pas avoir peur faut pas avoir peur d'essayer parce que moi j'ai toujours eu peur d'essayer et en fait je me dis que déjà ça avait bien fonctionné avec mon visa et je me dis il n'y a pas de raison que t'aies un truc de malchance ou une mauvaise étoile ou un mauvais karma quoi. T'es assez incroyable de détermination et puis je veux dire chapeau aussi parce que cet avocat que t'es allé voir ce jour-là en disant voilà je voudrais trouver une solution, t'as eu le courage de tout lui raconter. C'est pas évident, franchement pas évident et à chaque fois que tu rencontres parce que j'imagine que tu filtres un peu ce que tu racontes, sinon quand tu racontes ton histoire tu racontes pas forcément tout. Tu t'es dit quand même je vais tout lui raconter et on va voir ce qu'il en en même sort. temps j'avais pas trop le choix quoi, c'était j'avais pas. Ouais, mais tu savais pas que ce truc existait. Voilà, en même temps j'ai eu de la chance, il aurait très bien pu me dire ma petite dame c'est balèze quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ou machin, il aurait pu très bien me dire. J'imagine que des dossiers comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Ouais, il n'y en a pas tous les jours non plus. Et donc je pense que ça va être quand même un bon plus pour son cabinet, enfin son petit cabinet de région rurale, de mettre ça à son palmarès. C'est des enchaînements de trucs, tu te dis quand même, voilà, j'ai de la chance et en même temps, je veux dire, j'ai pas vraiment eu de chance dans ma vie. J'ai jamais eu de trucs exceptionnels qui me sont arrivés. Et je me dis,
Je suis pas sûre que ce soit de la chance, je crois que t'as... Enfin, en même temps, tu la provoques aussi, parce que, je veux dire, je me serais pas dit... J'aurais pu me dire, ouais, non, c'est bon, c'est cramé, je resterai jamais ici, machin. Mais voilà, pour une fois, je me suis dit, allez, je le fais, on verra bien. On verra bien. Bravo. T'es d'un naturel optimiste dans la vie ou c'est nouveau? Ouais, moi, je vois pas le verre à moitié plein ou à moitié vide, je le vois constamment refillable, comme on dit. Et alors, cette région là où on est-ce que tu peux commencer par nous décrire? Parce que là, si tu veux, on est quand même au milieu d'un tableau, quoi. J'ai envie de dire, c'est un peu ma vie de tous les jours et c'est pour ça que je te disais... Donc, very unimpressed. Non. Au contraire, c'est ce que j'essaie de dire aux gens, c'est pour ça que je te disais auparavant, je vais passer 20 fois au même endroit et 20 fois je peux prendre une photo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je veux dire, c'est jamais pareil. En même temps, tu as toujours l'impression que c'est pareil. Mais ça l'est jamais vraiment. Il y a toujours une différence de couleur, une différence d'angle. C'est comme la vie. En fait, tu peux avoir la même vie et ça dépend l'angle sous lequel tu l'envisages. T'es incroyable en philosophie. Toi. Mais non, mais alors, est-ce que tu peux en même temps, j'ai 49 ans aussi, donc faut bien que la sagesse s'accumule. Voilà. Donc là, on s'est retrouvés sur un petit parking au bord d'un sentier de rando, de promenade. On a un peu galéré pour arriver là où on est arrivé. Au bout de 3 demi-tours, on est arrivé. On est dans une espèce de petite crique qui en fait est formée par un immense arbre qui fait quoi 3 mètres de diamètre, 3-4 mètres de diamètre, qui s'est en fait renversé. Donc on est sous les racines de l'arbre et on se retrouve face à un lac. Qu'est-ce que tu vois là? Ça t'évoque quoi tout ça? Ça m'évoque l'immensité. Moi, j'adore tout ce qui est... Alors, les gens ne voient pas. Il faut quand même que tu décrives d'abord ce que tu vois. On a les montagnes en background. Donc, c'est un patchwork de vert, de bleu. Et moi, ce que j'adore, ce que je dis toujours aux gens, c'est que l'idée préconçue qu'on a des montagnes, c'est les montagnes d'une couleur, le lac d'une couleur, en fait, comme une photo figée. Mais c'est pas ça, parce qu'en fait, tu as tout un tas d'ombres. Et tu as des espèces de patchs de bleu foncé, vert foncé, tu vois les nuages qui se reflètent dans le lac, les nuages qui se reflètent sur la montagne aussi d'ailleurs. Et là, c'est un petit peu un petit panel de ce qu'on peut faire l'été dans les Adirondacks. C'est que on a un bateau là qui est, je sais pas si vous l'entendez, mais qui est tout au fond. On a le clapotis de l'eau, on a le bruit de la rivière du barrage là qui est juste à côté. Et en fait, c'est paisible sans l'être. Les petits Cessna qui passent au-dessus, qui font des tours cyniques. Exactement. Scéniques. Petits canoës qui passent de temps en temps. Et l'eau est transparente, c'est incroyable. Voilà. Ouais. Et on voit les gens qui se baignent depuis tout à l'heure. Alors, je crois que c'est une experte qui m'avait posé la question. Je crois que c'était Amandine qui est en Pennsylvanie. Elle m'avait dit, est-ce que l'eau... Comment est l'eau des lacs? Est-ce que c'est pollué ou pas? Alors là, non. Pour le coup, on prendra une photo et on mettra. Ouais, c'est clair. C'est clair. Parce que c'est vraiment pas du tout ça. C'est super pur. Et les gens sont très très respectueux de la nature ici. L'esprit un petit peu ici, c'est leave no trace en fait. C'est vous pouvez venir, vous pouvez vous amuser, vous relaxer, mais ne laissez pas d'empreinte en fait. C'est la nature à l'état pur. Et c'est ça, ouais. En fait, c'est ça. C'est pour ça que les Adirondacks en fait ont un petit statut particulier. Alors c'est vrai que c'est un state park, mais en fait c'est une réserve naturelle. Et c'est ça. La différence avec tout ce qui est les parcs nationaux, les parcs d'État, c'est que quand tu ne rentres pas, tu ne payes pas au guichet quand tu rentres. Ouais. Tout est gratuit. Les parcs nationaux, en fait, t'as pas de gens qui habitent dans les parcs. Ici, c'est un peu, on habite dans un parc. Alors comment ça, t'habites dans un parc? Bah oui, en fait, c'est une grande réserve naturelle et il y a toute une région, la région des High Peaks qui est protégée. En fait, il y a des espèces naturelles protégées et moi, j'étais à une période de ma vie où j'avais besoin de ça. J'ai fait les grandes villes, je me suis baladée sur la côte est, j'ai fait Washington. Je suis pas allée jusqu'en Floride, mais les grandes villes, je connais. Et je pense que à cette période-là de ma vie, c'est ce dont j'avais besoin. C'était du calme. J'avais besoin de faire le point. J'avais besoin de faire le point sur ma vie. J'avais besoin de faire le point sur ce que je voulais, sur ce que je voulais devenir, sur qui j'étais vraiment. Et voilà, ça m'a vraiment aidé, quoi. Ça a vraiment été salvateur, quoi.
Alors ouais, c'est un endroit effectivement qui est pas super peuplé non plus. Donc forcément, on trouve en tant qu'expatrié français, on trouve quand même moins de trucs à l'abord des grandes villes. Je dis toujours que j'habite dans un désert alimentaire, mais c'est un peu vrai. T'aurais dû me dire, je t'aurais ramené des trucs de Boston, j'ai pas pensé. Non, mais c'est vrai que bon, ce ne sont pas des choses qui me manquent particulièrement parce que je suis de nature vachement adaptable. Donc je cuisine chez moi, j'essaie de cuisiner avec des produits toujours locaux et bon, t'arrives quand même à t'en sortir, quoi, si tu fais un minimum. Et là, tu vois, on voit, alors il y a quand même des trucs qui font quand même rêver aussi. Je pense pas que ce soit accessible à toutes les bourses, mais toutes les lake house. Et c'est assez particulier et assez propre aux États-Unis, aux Adirondacks un peu. En France, le littoral appartient à tout à chacun. Et ici, en fait, tu peux construire sur le littoral, mais c'est pas pour autant construit comme à la Baule, je veux dire, où tu as des barres d'immeubles au bord de l'eau. C'est des magnifiques maisons en bois très traditionnelles avec leurs petits decks, leurs petits pontons. Ça fait rêver. D'ailleurs, toi, tu travailles dans des maisons. C'est mon environnement de travail. C'est pour ça que quand je poste des photos sur Instagram, on me dit c'est ta maison. Je dis non, j'aimerais bien, mais c'est pas ma maison. Non, moi j'habite en bordure de rivière, mais j'habite pas sur la rivière même. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'ai rebondi sur cette opportunité-là parce que quand j'ai eu mon permis de travail, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Et en même temps. Donc, tu as eu ton permis de travail en pleine pandémie? Non, avant la pandémie, parce que j'ai commencé mon dossier de carte verte en 2018 et j'ai eu 3 mois après mon permis de travail. Ah oui, d'accord, Voilà. d'accord. Okay. Donc au bout de 3 mois, vu que ta situation, tout le temps où ton dossier est en cours, on te donne un permis de travail parce que on se dit elle va pas rester à la rue. Bien sûr. Faut pas. Donc j'ai eu ce travail-là et j'ai commencé à travailler pour une société de langue qui est basée en Californie. Donc je travaillais en remote. Ils avaient besoin de natifs français. Et tu vois, tout ça encore dans le même schéma de purée, j'ai une bonne étoile parce que il y a un truc qui m'est tombé. Enfin, merci des réseaux sociaux encore une fois parce que je suis tombée sur un post et c'est une opportunité qui s'est présentée et je l'ai saisie. Je me suis dit pourquoi pas. Ouais. Ils avaient besoin de natifs français avec un permis de travail américain pour pouvoir faire des sous-titrage de vidéos. En fait, c'était des fichiers audio à l'époque. Donc, tu reçois des fichiers audio et tu transcris, donc qui sont en français. Ce que tu entends en français, tu le transcris à l'écrit. Donc, j'ai fait ça. J'ai travaillé pendant 3 mois et après, régulièrement, j'avais le même directeur ou la même directrice de projet, mais j'ai travaillé sur plusieurs projets, quoi. D'accord. Et ce qui fait que j'ai commencé par ça et en même temps... j'ai commencé à faire du ménage chez une personne, donc toutes les semaines, pour donner un coup de main. Et voilà, en même temps, j'aimais bien la flexibilité, le fait que je travaille de la maison, que c'était pas super prenant au niveau horaire. Bon, j'avais enchaîné j'avais mis une annonce, donc si vous avez besoin de personnes pour faire le ménage, etc. Et j'ai été embauchée par une espèce de summer camp, en fait, dans la ville d'Indian Lake. Et la personne était... c'est un camp familial, très famille. Ils ont 13 bungalows. C'était quand même à 40 miles de chez moi, donc ça faisait quand même une petite trotte. Mais bon, le samedi, j'ai été libre. Donc... je lui dis, il n'y a pas de souci. Et j'ai vraiment bien accroché avec le personnel, avec les filles de l'équipe. Et c'était un petit peu mon rendez-vous social de la semaine. Donc voilà, j'ai acquis mon expérience. Et j'ai mis plusieurs annonces. J'ai commencé à travailler comme ça, 1, 2. Et après, est arrivée la pandémie. Et les gens... faut savoir ici que les Adirondacks, il y a beaucoup de gens de la côte Est ou du sud de l'État de New York qui... viennent en vacances et qui après se disent j'aime bien la région, j'adore la région, j'aimerais bien avoir une maison ici. Donc il y avait déjà des personnes qui avaient des résidences secondaires ici et après la pandémie on a eu un gros boom immobilier. Les gens se sont mis à acheter des maisons comme des petits pains. Les maisons qui se vendaient en plusieurs mois se vendaient en 15 jours. J'ai entendu des histoires comme quoi des agents immobiliers postaient des annonces en ligne du vendredi soir, du lundi. Ils avaient une dizaine d'offres déjà. Ouais, mais c'est partout aux États-Unis, ça, depuis la pandémie, c'est incroyable. Les gens ont voulu sortir des grandes villes et j'ai rebondi sur ça parce que je fais partie de plusieurs groupes Facebook. Donc j'ai vu une personne qui a mis une publication en disant on a acheté une maison dans le coin, on souhaite la louer sur Airbnb.
pour amortir le crédit sur la maison. Et on recherche une personne qui... Bon, tout ça, ce sont des gens qui habitent à 3, 4, 5 heures de route. Ouais. Ben, j'ai pas de clients de Boston, mais j'en ai qui habitent dans le Connecticut, qui habitent dans le New Jersey, qui habitent du côté d'Albany. Voilà, donc en fait, t'es quand même leurs yeux et leurs oreilles quand ils ne sont pas là. T'es leur personne de confiance sur place. Voilà, exactement. Donc c'est du ménage et comme je te disais, bon, en même temps, ça paye très bien parce qu'en fait, comme ils louent par l'intermédiaire de plateformes comme VRBO ou Airbnb, ils sont obligés de facturer des frais de ménage. Donc, je peux fixer le prix que je veux. C'est le client qui paye. Donc, et en général, les gens qui, quand tu veux louer une maison sur le lac, c'est pas donné non plus. Ouais. Donc, C'est clair. donc, j'ai eu aucun problème à trouver du travail. Donc, j'ai enchaîné 2, 3, 4. Maintenant, je travaille et pour des propriétaires privés et pour des propriétaires qui louent. Donc, l'été, pour moi, c'est hors de question de partir en vacances. C'était pas mon plan de carrière initialement. J'aurais bien aimé enseigner le français, etc. Et voilà, la pandémie est arrivée, donc c'était l'école à la maison. Je ne voyais pas trop les possibilités à ce moment-là. Mais bon, pour l'instant, j'aime bien ce que je fais. C'est crevant, mais bon, je me plains pas. Je travaille quand même dans des conditions un peu privilégiées. Et effectivement, ouais, ça durera le temps que ça durera. Et je suis un peu comme ça maintenant. Je prends les choses au jour le jour. Voilà. Je fonctionne un peu à l'opportunité parce que c'est un peu mon caractère aussi, c'est que au bout d'un moment, je vais m'ennuyer dans ce que je fais. Enfin, pas m'ennuyer dans ce que je fais, mais une fois que je vais avoir pris mes marques, que je vais avoir une certaine routine, voilà, j'ai envie de passer à autre chose et c'est un peu chronophage aussi. Et alors, qu'est-ce que tu fais dans les Adirondacks quand tu travailles pas ? Quand je travaille pas, je pars faire des promenades à moto. Ouais. Voilà, et je trouve que la moto, alors on m'aurait dit à 45 ans que j'allais faire de la moto. Tu n'avais jamais fait avant ? Non. Froussarde comme j'étais, je pense que j'aurais dit pas du tout mon truc. Perry m'avait prévenu, il m'avait dit si tu veux, bon, je t'oblige pas, hein, tu fais ce que tu veux, mais je t'emmènerai à faire un tour en moto. Et donc du coup, mais c'est incroyable le sentiment de liberté qu'on a quand même. Alors c'est vrai que ça surtout peut faire sur les peur. routes ici, j'imagine. Ouais, ça peut faire peur niveau vitesse, etc. Mais on n'est pas foufou, on n'a plus 20 ans, on fait plus du 90-100 à l'heure sur des routes de campagne. C'est pas le but non plus. Et quand tu veux voir ce qui se passe autour de toi, alors moi, il me pousse, il me dit quand est-ce que tu passes ton permis moto ? Et je dis mais je pense pas que je vais le passer parce que moi je suis très bien à l'arrière en tant que passagère, je peux prendre des photos comme je veux et c'est vrai qu'on n'a pas tout ce carcan de métal autour de soi et pour prendre des photos, comme je te dis, comme je prends 20 fois la même photo voilà, je peux pas m'empêcher et effectivement c'est quand même une expérience, c'est une expérience visuelle, c'est une expérience sensorielle. Et c'est une expérience olfactive aussi, parce que le printemps, quand tous les arbres se mettent à bourgeonner, tu as toutes ces odeurs. Et c'est puissant. Des fois, tu passes sur un truc et tu sens, mais ça te... Comment on dit ? C'est le balsam, beaucoup, l'arbre des Adirondacks. Balsam, ouais. Balsam, il y a plusieurs, il y a plein de variétés. Il y a... C'est quoi le français, les hemlock, balsam, c'est du cèdre. C'est pas un cèdre. Cedar, bon. On trouvera la traduction. Mais effectivement, c'est une odeur très, très caractéristique quand on arrive dans les Adirondacks. Ça sent le balsam. À la maison, on a un petit oreiller c'est très populaire de ici, pépins d'achat. Et je sais que mon mari, régulièrement, il sent son truc, il se fait un sniff d'Adirondacks. Voilà. Et ça tient bien, parce que ça va faire 10 ans qu'on a le truc. Ouais. Non, mais c'est vraiment des odeurs caractéristiques. Et voilà. Et en ce moment, enfin... Quand j'aurai le temps de le faire, parce que ça aussi c'est un truc qui me tiendra à cœur, c'est pour ça que je voulais faire un blog, pour pouvoir partager, parce que je suis fort dans le partage et j'aime bien, surtout en plus avec la pandémie, etc., les gens ne peuvent plus voyager
Et pour moi, c'est important de partager. Je me suis dit, pourquoi je ne partagerais pas ce que moi je vois. Bon, il y a des tas d'expats qui l'ont fait, mais c'est vrai que les Adirondacks, ce n'est pas particulièrement connu. Et je suis sûre que toi, quand tu es arrivé aux États-Unis, tu n'en avais pas entendu parler, comme moi, je n'en avais pas entendu parler avant de. Non, moi, je n'aurais pas connu si mon mec n'y avait pas amené. Hein. Voilà. Donc, c'est un truc qui est encore préservé au niveau touristique. Alors, c'est sûr qu'on a des touristes, on a beaucoup de touristes. Là, je crois que la population double ou triple pendant l'été. Et en fait, c'est plein de petits lacs, plein de petits ruisseaux, plein de petits villages. C'est des villages de montagne. Alors là où j'habite, c'est, je crois, 700 habitants. Donc ça me fait penser un petit peu à la Provence où j'allais en vacances. Bon, on n'a pas les mêmes hauteurs. C'est des montagnes qui sont quand même... c'est un vieux massif, mais bon, c'est paisible. Il fait bon y vivre. Et je pense que les personnes qui sont venues s'installer suite à la pandémie, c'est ce qu'ils recherchent un petit peu aussi. C'est une qualité de vie que t'as pas forcément dans les grandes villes. La vie n'est pas encore trop chère. Alors je te dis pas, voilà. Bon, si, c'est toujours plus cher que mais bon, certaines grandes villes sont super chères aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, quand tu viens des grandes villes, je trouve la vie est encore abordable. Si tu veux te faire un gros shoot de nature, c'est cool et par toutes les saisons quoi. L'automne, c'est sublime. L'automne dernier, je crois que l'automne est devenu ma saison favorite. Alors j'aurais jamais cru dire ça. Même moi qui suis originaire du nord de France et qui suis habituée à la pluie, et maintenant quand il pleut ici, j'apprécie la pluie. Tu vois, on a eu Comment ça se fait ? Parce qu'on a eu un été super sec l'année dernière et que ça te fait réfléchir, ça te fait quand même te dire que voilà, l'eau c'est important. Enfin, tu réfléchis à des choses plus essentielles. Voilà, c'est vraiment et en même temps, avec du recul, avec ce qu'on a vécu pendant la pandémie, je me suis rendu compte que nous ici dans les régions reculées, ça nous a moins affectés parce que on a la nature à disposition, parce qu'on pouvait sortir, on pouvait se balader. Forcément, la densité de population, elle n'est pas la même. Donc, tu ne rencontres pas forcément 50 000 personnes sur ton trajet. Tu peux faire 20 bornes et ne croiser aucune voiture, quoi. Tout dépend du jour de la semaine. Et effectivement, le week-end, comme pendant les vacances, tu vas avoir beaucoup plus de monde, quoi. Mais je veux dire, on a quand même toute cette nature à disposition. On peut se balader. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. T'as pas besoin d'aller au club de gym, tu te fais ton petit run ou ta petite marche, tu vas nager dans le lac, tu vas faire du canoë ou du kayak. Moi, c'est un de mes trucs préférés, aller faire du kayak en fin de journée, au coucher du soleil. Alors, je te dis pas qu'à 20 ans, j'aurais peut-être pas voulu venir vivre ici parce que c'est quand même assez reculé, mais je trouve, pour moi, ça me convient là, pour le moment, et je pense que ça me conviendra encore d'ici 10 ans. Ouais, c'est vraiment un endroit chouette, quoi. C'est vraiment un endroit qui mérite à être découvert, quoi. Mais pas trop non plus. Pas trop non plus, parce qu'on veut quand même préserver la quiétude et le... C'est ça, le tourisme de masse, exactement. Ce serait cool qu'il n'arrive pas là. Avant de te demander si tu as quelque chose à ajouter, est-ce que tu pourrais me dire là, aujourd'hui, du coup, donc tu me dis que tu te sens bien et que tu penses que ce sera le cas pendant encore longtemps. Tu te sens qui ? T'en es où ton identité aujourd'hui ? Alors, je me sens libre. Je me sens libre de mes choix. Je me sens libre de dire non, plus que je ne l'ai jamais été dans ma vie, quoi. Parce que quand on est une personne timide, on est... Enfin, je vais pas dire timide, mais je me soigne. Parce que j'ai encore de la timidité qui revient. Mais je suis dans le partage, dans la communication. Enfin, je suis vraiment ce que j'ai envie d'être pour le moment. C'est toujours un peu difficile de parler. C'est toujours un peu difficile pour moi de parler de moi-même. Mais là, je suis vraiment dans mon élément, on va dire. Et je suis plus en paix avec moi-même. Je suis plus en paix, je suis moins stressée que quand j'avais ma vie en France. En France, tout ce que je voyais, c'était de la morosité. J'avais pas vraiment de perspective d'avenir. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup de portes ouvertes. Et ça, je pense que c'est lié quand même aussi à la liberté, au fait qu'on se sent vraiment en paix, quoi.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Géraldine, je te dis un immense merci pour la confiance que tu m'as accordée. Vraiment, j'ai passé un excellent moment et c'était très chouette de te rencontrer en personne. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vous avoir donné envie de venir découvrir les Adirondacks et que l'histoire de Géraldine vous aura touché autant que moi. Bon et sinon, on part où la semaine prochaine ? On écoute. Ici, tu peux aller en pyjama. Tu vas en pyjama faire tes courses, ils te diront jamais rien. Et j'aime ce côté-là où, en fait, t'es libre. C'est un truc que j'aime sur les États-Unis. Et c'est que t'es libre d'être qui tu veux, d'aimer ce que tu veux. Donc c'est ce côté-là qui fait que, ouais, je reviendrai en France en vacances. Mais pas à vivre. Je reste ici. Dès que je peux, je pars visiter. Moi, je suis une grande fan et grande fan des États-Unis. Je suis devenue une grosse fan. S'il y a 13 ans, j'aurais pas eu ce discours. Maintenant, j'adore ce pays. Moi, j'aurais du mal à y partir. J'aurais beaucoup de mal. Pour moi, c'est un pays qui m'a tout offert, quoi. Enfin, en quelques mois, j'ai monté ma boîte. En 24 heures, tu montes ta boîte. Les gens te font confiance. Tu veux créer une boîte, on te dit vas-y, tu vas réussir. On ne juge pas. Moi, je reviendrai pas en France. Et puis, si au début, effectivement, c'était pas mon American Dream, je l'ai vécu après. Voilà, j'ai plus qu'à vous dire à mardi prochain. En attendant, si ce que vous écoutez, ce que vous entendez ici vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, liker, commenter et donner 5 étoiles quand vous en avez l'opportunité. À mardi!